Dans cette vidéo, on retrouve le deuxième épisode du podcast Histoire d'aviation. Vous allez écouter ma discussion passionnante avec Frédéric, commandant de bord sur CRJ chez HOP et officier sécurité des vols. A tout de suite. Si vous aimez cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne Histoire d'aviation et aux notifications en cliquant sur la cloche, et aussi à découvrir les autres vidéos que vous n'avez peut-être pas encore vues. Vous êtes déjà nombreux à avoir écouté et apprécié le premier épisode du podcast audio avec Alfred, qui habite aux États-Unis depuis 6 ans et qui va bientôt piloter un Gulfstream 650 comme commandant de bord à seulement 25 ans. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé un message pour me dire qu'ils avaient aimé écouter ce podcast, qui ont mis pour certains 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Merci à vous. Sous la vidéo, un lien vers le premier épisode du podcast et d'autres liens pour retrouver ce podcast sur les différentes applications, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, etc. Pour ne pas rater les épisodes suivants, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré. Je posterai donc un épisode tous les 15 jours en alternance avec une autre vidéo. Je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Frédéric. Il a 58 ans et il raconte sa longue carrière de pilote de ligne qui vient de se terminer. Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis pilote de ligne, instructeur en aéroclub et avant tout passionné d'aviation. Bienvenue à bord du deuxième épisode du podcast Histoire d'aviation. Dans le premier, je discutais avec Alfred, 25 ans, qui a fait sa formation de pilote pro aux États-Unis, où il habite depuis 6 ans et où il est maintenant instructeur et commandant de bord sur jet d'affaires. N'hésitez pas à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes nombreux à avoir écouté et apprécié ce premier épisode, merci à vous, et merci à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé un message pour me dire qu'ils avaient aimé, qui ont mis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous invite à faire de même si vous appréciez le podcast, pour en favoriser la visibilité et le faire découvrir et apprécier à d'autres passionnés d'aviation. Vous retrouverez donc le podcast Histoire d'aviation tous les 15 jours. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Je vous laisse maintenant écouter mon échange avec Frédéric, 58 ans, commandant de bord sur CRJ, le deuxième invité d'Histoire d'aviation, le podcast. Bonjour Frédéric. Bonjour Olivier. Alors merci d'être l'invité donc, du podcast Histoire d'aviation. Donc tu as 58 ans. Oui. Et tu es pilote de ligne, enfin jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on a fait tout à l'heure ton pot de départ en retraite. C'est ça, voilà, une carrière de pilote de ligne qui s'achève. Oui, là, j'ai fait mon dernier vol il y a 3 jours exactement. Et puis comme j'ai d'autres fonctions dont on va peut-être parler, j'ai fait mon dernier jour au bureau aujourd'hui avec tous mes collègues et avec toi. Et c'était une belle journée. Écoute, on va recommencer par le début. Est-ce que tu pourrais me parler de ton tout premier souvenir lié à l'aviation, dans ton enfance ou dans ton adolescence ? Aussi loin que je puisse me rappeler, j'ai toujours voulu voler, en tout cas monter. Quand j'étais petit, je voulais monter sur les arbres, je voulais grimper partout. Donc voilà, c'est transformé en voler. Après, j'ai rêvé des étoiles. Et puis voilà, à part ça, plutôt m'a pesqué, c'est dur d'aller dans les étoiles ou dans les anciens. Mais voilà, je voulais m'élever, mais pas spirituellement. Je voulais juste physiquement m'élever. Et donc, je me suis intéressé aux avions, je pense, depuis toujours. Voilà, j'ai pas de souvenir, j'ai pas vraiment le souvenir conscient d'un déclic que j'aurais eu et qui m'aurait dit, tiens, l'avion, c'est pas mal. Ça a toujours été l'avion. Voilà. Alors, je rencontre beaucoup de jeunes. J'étais au salon des formations aéronautiques récemment et il y en a beaucoup qui s'inquiètent de savoir s'il faut être très bon à l'école, au lycée pour faire ce métier. J'imagine que tu as peut-être un élément de réponse par rapport à ton parcours. Alors, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas être très bon. Évidemment que ça aide. J'étais dans un milieu, non pas défavorisé, je ne vais pas me faire ma causette, mais dans un milieu où effectivement on ne faisait pas d'études. C'était pas vraiment la profession que j'étais, c'était plutôt un milieu agricole, on va dire. Donc, rapidement, on m'a fait comprendre, sans me le dire d'ailleurs, que c'était pas forcément, ça me plaisait, mais c'est pas forcément des voies pour ça. Donc du coup, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec l'aéronautique, qui me plaisaient pas forcément parce que je voyais pas la finalité. Pour moi, c'était je voulais voler. À partir du moment où je voulais voler, je cherchais un métier alimentaire. Donc du coup, j'ai bifurqué vers d'autres voies. J'ai fait d'autres métiers. Et c'est tardivement que j'ai compris que malgré le fait de venir d'un milieu pas forcément favorisé, et aussi le fait de pas avoir dans sa famille des gens qui soient de ce milieu-là, on pouvait quand même devenir pilote. Voilà. Absolument. Alors, c'est ce que je réponds aux gens qui me posent la question. C'est mieux si on est bon en maths et en physique. Ça aide en tout cas, mais c'est absolument indispensable. C'est même pas indispensable d'avoir le bac. Toi, je crois que tu ne l'as pas. On peut le Alors dire. voilà, j'ai pas le bac. Alors,
ce qui était possible, je rappelle que j'ai 58 ans, ce qui était possible il y a quelques années, il est peut-être un peu moins aujourd'hui. Je pense que ça doit faire quand même partie des critères. Et puis le bac, il y avait un pourcentage qui était moins élevé. Aujourd'hui, le pourcentage du bac est élevé, donc je pense que ça doit être un critère à minima d'avoir le bac. Et encore, j'en suis pas sûr. En tout cas, il est sûr que plus on va partir d'un bas niveau d'études, si je puis dire, ou en tout cas avec des lacunes, plus ça va être dur et plus il va falloir s'accrocher. Ça, c'est évident. Absolument. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ta première expérience aéronautique en tant que pilote, la première machine que tu as pilotée? Alors, la première machine que j'ai pilotée en tant qu'élève, la première machine que j'ai pilotée, c'est même pas un avion, effectivement, c'est un ULM, parce que j'avais pas les moyens de faire de l'avion, et c'était l'arrivée des premiers ULM qui arrivaient des États-Unis. De mémoire, c'était un Quicksilver, qui tournait par roulis induit, avec le manche, on actionnait à la dérive, voilà, c'est un peu vieux, avec un biplace, en tandem. Voilà, c'était mes premiers vols, parce que c'était, je crois, si je me rappelle en France, c'était 50 francs de l'heure, donc je vais pas faire la conversion avec l'inflation depuis, mais c'était pas cher. Enfin, en tout cas, c'était accessible à quelqu'un qui n'avait pas de gros revenus. Et ça m'a permis de mettre un pied dans le milieu aéronautique, et surtout un pied à côté de l'aéroclub et du vol à voile, qui c'était sur le terrain de Brive-la-Gaillarde, où à l'époque tout était réuni, et donc voilà, tout le monde parlait à tout le monde, et ça m'a permis effectivement voilà, mon premier vol, pour répondre à ta question initiale, mon premier vol c'était sur un ULM, voilà. Et alors, quel âge avais-tu pour cette première expérience? Je pense que j'avais 18 ans, 17 ans ou 18 ans, enfin oui, je pense que j'étais majeur parce qu'il devait falloir une autorisation parentale et mes parents n'étaient pas forcément très chauds, comme tous les gens qui ne connaissent pas l'aviation, avaient un peu peur de ce milieu, est-ce que c'est dangereux, pas dangereux, donc je pense que j'ai dû attendre mes 18 ans, oui, 18 ans. Et alors l'expérience suivante, après l'ULM, qu'est-ce que tu as fait au niveau aéro? Alors là, je dois dire merci à l'armée, c'était l'époque où on faisait son service militaire, et j'ai eu une chance inouïe, c'est que je me suis retrouvé ce qu'on appelait les 3 jours, alors ça va pas parler aux plus jeunes, les 3 jours c'était quoi, c'est la formation citoyenne maintenant aujourd'hui, je sais plus quel nom ça, enfin c'était avant de rentrer à l'armée où on passait en fait 2 jours, pas réellement 3 jours, mais ça s'appelait les 3 jours, en entretien avec l'armée, différents corps d'armée, terre, air, mer, et puis ils regardaient si on avait, quel niveau d'études on avait, quel niveau physique on avait, et vers quoi ils pouvaient nous orienter. Je rappelle qu'à cette époque l'armée était obligatoire, on devait faire au moins 12 mois. Et comme j'ai eu la chance de parler avec un des recruteurs, enfin des sélectionneurs, si on peut dire ça dans l'armée, parce que c'est pas une sélection, puisque tout le monde était reçu, on va dire. Et bien, c'est trouvé il était pilote du ULM et on volait sur le même ULM. Et donc, ça lui a beaucoup plu, c'est un officier, et qui m'a dit, mais vous n'allez pas aller ailleurs que dans l'armée de l'air, cher ami, puisque vous aimez l'avion, vous n'avez pas devenir pilote, mais je me suis donc retrouvé dans l'armée de l'air, appelé dans l'armée de l'air, et après mes classes, dans une petite base qui était à Rocamadour, voilà, qui n'existe plus aujourd'hui, et qui, la section sport, le vol à voile étant considéré comme un sport part entière dans l'armée, je crois que c'est toujours le cas, eh bien tous les jeudis, jour de sport, mercredi ou jeudi, je crois que c'était jeudi, on partait avec la 4L de mon adjudant-chef à terrain d'à côté de Brive-la-Gaillarde pour faire des remorqués de vol à voile, et comme on avait il y a moins de problèmes de budget à l'époque, on pouvait faire des remorqués même lorsque le temps ne permettait pas de tenir dans les thermiques, puisqu'à Brive on ne fait pas à d'onde, c'est que du thermique, donc on permettait de faire des remorqués, et on redescendait parfois avant le remorqueur, tellement ça tenait pas, mais ça m'a permis de me mettre au vol à voile et de commencer d'une façon financée indirectement par l'État, financée par l'armée, de me mettre le pied vraiment à l'étrier. Et là j'ai rencontré les pilotes remorqueurs, des pilotes d'avion qui étaient pour moi des idoles à l'époque, qui étaient des pilotes privés, mais voilà, pour moi c'était le summum, quoi, voilà. Voilà un peu comment j'ai attaqué le vol moteur. Donc une belle expérience, service militaire, à la fois par l'expérience du planeur en tant que tel, et puis toutes les rencontres, comme tu disais, que tu as fait. Ah oui, mais ça, toutes les rencontres, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que dans l'avion en général, on fait beaucoup de rencontres et il faut essayer de voir quels signes on vous envoie pour aller là ou là. Et quand je fais le bilan de ma carrière, effectivement, je me rends compte que... Alors il y a des signes que j'ai peut-être pas suivis, mais ça je ne le ferai jamais puisque je les ai pas suivis, par définition, et d'autres que j'ai suivis, et voilà, qui m'ont envoyé... en discutant, qui m'ont dit ben non, mais tu peux faire pilote privé, tu peux faire pilote d'avion, c'est possible, et même si tu peux aller un peu plus loin, tu peux même faire pilote professionnel et tirer des banderoles. À l'époque c'était encore autorisé d'aller sur les plages, tirer des banderoles, faire du largage para ou de l'instruction, et c'est l'instruction qui m'a attiré le plus, voilà. Donc c'est là où je suis passé pilote privé et après pilote professionnel avec une qualification d'instructeur qui m'avait été payé par le club à l'époque, sous réserve d'avoir un engagement de 2 ans, je crois, avec le club qui m'avait financé cette formation.
Donc du coup, tu as fait de l'instruction après cette formation? Voilà, de l'instruction pendant assez longtemps, parce qu'il y a eu les multiples guerres, il y a eu 2 guerres du Golfe, et notamment au moment où on s'embauchait beaucoup, à la fin de mon contrat avec l'Aéroclub, où j'aurais pu avoir une formation. À l'époque, on prenait au niveau pilote professionnel, hein, donc c'était pas l'appellation de maintenant, ça s'appelait pilote professionnel, donc ce qui est l'équivalent maintenant dans nos licences européennes. Le CPL. Le CPL, voilà. Et donc les compagnies comme Air Inter, d'autres compagnies prenaient à ce niveau-là pour être formées. Puis il y a les guerres du Golfe, donc ça s'est effondré. Du coup, je suis resté 9 ans à faire l'instruction. Mais j'adorais faire l'instruction, et puis de toute façon, même quand j'ai commencé instructeur, pour moi, c'était une finalité. J'arrivais, j'avais fait pilote professionnel, instructeur, et j'allais faire ça jusqu'à ma retraite. Encore une fois, c'est les rencontres, les petits signes que j'ai écoutés, ou qu'on m'a forcé à écouter, qui m'ont envoyé sur la voie plus de pilote de ligne. Alors justement, raconte quelle rencontre et qu'est-ce qui s'est passé pour que ça continue? Eh bien, dans un aéroclub, vous avez diverses populations qui viennent se former. Notamment, j'ai eu le fils d'un pilote de ligne de l'époque, d'une compagnie charter qui n'existe plus, qui était sur 737, je crois. Et donc, il souhaitait que son fils, il rêvait peut-être que son fils fasse pilote. Donc, il l'a inscrit en tant que pilote privé. Et c'est vrai que je parlais beaucoup plus avec le père qu'avec le fils. Je sentais, comme ça, de temps en temps, que le fils est plus là pour faire plaisir à son père qu'autre chose. Par contre, le père était un vrai passionné et il m'a demandé quand est-ce que j'allais devenir pilote de ligne. Et j'ai dit, mais non, c'est pas possible. J'ai pas le bac, je vais pas passer mes certificats comme ça, c'est un peu compliqué. Il m'a dit, mais non, moi non plus, j'ai pas le bac. Ça a été compliqué, effectivement, pendant 2 ans et demi. Il n'y avait pas de délai à l'époque pour passer les certifs. Donc, pendant 2 ans et demi, ça va être dur, mais voilà, j'y suis arrivé, tu peux y arriver. Donc, j'ai dit, ah oui, tu crois? Il m'a dit, oui, écoute, la première... j'ai dit, quel est le certificat le plus dur que celui qui t'a posé le plus de difficultés? Je dis, je vais commencer par celui-là. Comme on a un peu le même cursus, si j'y arrive, les autres devraient couler de source. Donc, je crois que c'était le T à l'époque. Et j'ai commencé à passer ce certificat. Et c'était quoi alors ce certificat? Le T, donc c'est, je ne sais pas si on a encore la même appellation. BT, c'est aérodynamique, mécanique de vol, quoi. D'accord, oui, tout ce qui est mécanique du vol. Ouais. Donc, tu l'as réussi? Alors, je ne sais pas si on a le temps de parler dans le podcast un peu de petits détails que j'ai réussi. Non, je ne l'ai pas réussi. En fait, c'est pas que je n'ai pas réussi, c'est que lorsque j'ai reçu les éditions Mermoz, avec tout le protocole et tous les QCM, j'ai ouvert la première page, qui est l'avant-propos, qui est lisible. Et à partir de la deuxième page, j'ai refermé parce qu'il y avait des équations qui me semblaient insurmontables à l'époque. Et donc, je les gardais. Et pour faire rapidement, un jour, j'ai eu un élève qui était en SP, qui a voulu passer les certifs, à qui j'ai proposé le livre. J'ai dit, écoute, j'ai le certificat, c'est pas la peine de l'acheter, j'ai tout, je te le donne. Quand il a vu que le livre n'était pas du tout usé, ça l'a intrigué. Et la leçon d'après, il est revenu voir, il m'a dit, mais tu l'as jamais ouvert ce livre? Je lui ai dit, si, il y a la première page, enfin deuxième, on va dire. Et je lui ai expliqué la raison pour laquelle je ne l'avais pas ouvert. Et il m'a dit, non, mais c'est d'un bon niveau, c'est un niveau facile pour lui, évidemment, qui était beaucoup plus difficile pour moi. Et il m'a donné des cours. Donc je lui donnais des cours aéronautique dans son pilote privé, et lui me donnait des cours de maths, et on a passé le certificat ensemble, on l'a eu ensemble, et on a tous eu les suivis ensemble. Et je crois qu'à ce jour, maintenant, il doit être, lui, chez Air France, en tant que commandant de bord, sur long courrier, sur 777, voilà. Je trouve ça génial parce que l'aéronautique, on reçoit beaucoup dans l'aéronautique et puis on donne beaucoup, et ce principe à la fois de donner et de recevoir, ouais. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Ah oui, non mais ça c'est important. Quand je fais le bilan, encore une fois, effectivement, c'est tous ces échanges-là. Voilà, regarder les gens, parler avec eux, échanger, sans chercher une finalité, sans chercher quelque chose derrière. C'est vraiment comme ça. Et puis, tac, ils se déclenchent, ils s'allument des petites lumières et puis on les suit. Et puis on va sur des chemins. Donc voilà, c'est comment j'ai passé le pilote de ligne théorique, quoi, tous mes certificats. D'accord, donc le T et puis les suivants. Et puis le suivant, la foulée, voilà, à la fin on est passé 2 par 2, tellement je me sentais sûr de moi. Effectivement, on se met des barrières dans la vie, et ça, s'il y a des auditeurs qui écoutent, c'est vrai que parfois on se met des barrières parce qu'elles nous ont été inculquées par notre éducation, par l'école, par je ne sais quoi, mais quand on est motivé, quand on aime quelque chose, il n'y a pas de barrière à se mettre, quoi. Il y a de la volonté, et puis voilà, ça finit par s'ouvrir, ça j'en suis persuadé. Ça, en tout cas, c'était le cas pour moi, et c'est le cas pour beaucoup. Absolument. Alors donc, tu as ton pilote de ligne, qu'est-ce qui se passe après ? Alors, j'ai le pilote de ligne, mais il n'y a pas beaucoup d'embauches. Et passer l'IFR, le vol d'instrument, c'est un peu cher. Donc, j'ai décroche au bout d'un moment, comme j'étais salarié, une formation, je ne sais plus comment ça s'appelait, je crois les fonds GESIF, je fais un crédit, j'hypothèque ma maison.
que j'avais, une petite maison, et je passe l'IFR, voilà, je passe l'IFR, et après, je fais le tour des compagnies. Donc, je fais le tour Pour se situer, on est en quelle année là, à peu près, grosso modo? Alors, ça doit être en 95-16, je pense, voilà. 95-96. Donc je fais le tour des compagnies, le tour des popotes, j'envoie des lettres partout, dans le monde entier. Voilà, donc, mais bon, c'est pas une époque où ça recrute beaucoup. Et puis j'ai la chance d'être sur un terrain, Limoges, pour ne pas le citer, avant le 11 septembre 2001, donc à l'époque où les gens, les pilotes de ligne, quel que soit l'avion, pouvaient descendre et venaient à l'aéroclub, et on se croisait, nous on allait aux avions, il n'y avait pas d'histoire de badge, de filtre, etc. C'était une autre époque. Ça m'a permis de rencontrer ces gens-là qui venaient au club, à qui j'ai volé, et qui m'ont dit, prépare-toi aux sélections Britair, voilà, on va pas tarder à recruter sur ATR, voilà. Et puis je me suis préparé avec eux, j'allais dans l'ATR à réviser les trucs, même si on ne te demandait pas d'avoir une qualif ATR pour entrer. Mais voilà, j'allais arriver des trucs et voilà, j'étais prêt à Britair où j'ai passé ma qualif ATR. Super. Voilà. Alors raconte tes premiers vols sur ATR, tes premiers vols en tant que professionnel sur avion de ligne. Eh bien, 8 ans d'instruction, en place droite, ça tombe bien, parce qu'en instruction, en place droite, sur la terre, je me retrouve en place droite. On prend des bonnes habitudes, mais qui ne sont pas forcément des bonnes habitudes pour un multimoteur. Effectivement, tout ce qui est gestion monomoteur, tout ça, notamment au simulateur ATR, que je trouve assez difficile par rapport au simulateur que j'ai vu après, ça allait, mais bon, voilà, la mania y était. Après, la marche m'a semblé moins dure que pour passer le certif. Voilà, il fallait bosser, dans une qualif dans un temps, voilà, ça a plusieurs ont passé les qualifs dans un temps assez réduit, avec un nombre de simus limité, dans lesquels il ne faut pas se louper, il ne faut pas louper les étapes, donc parfois il y a un peu de pression, mais globalement ça m'a semblé moins dur, plus concentré, effectivement, assez concentré, mais moins dur, et puis voilà, je me suis retrouvé donc à Rennes, basé à Rennes, copilote sur ATR 42 et 72, puisqu'il y avait 72 à l'époque dans ma compagnie. Et alors, quand tu as réussi les sélections de Britair, tu t'habitais dans quelle région? Tu as dû déménager J'étais dans la région de Limoges, où j'avais été instructeur. Et donc, j'ai déménagé, j'étais basé à Rennes. Et le temps de déménager, on m'a rappelé pour me dire, à l'époque, c'était florissant, les avions arrivaient tous les jours. Donc, ils recevaient des CRJ. On m'a dit, ne t'installe pas à Rennes, on te base, puisqu'on ne demandait pas l'avis à l'époque, c'était l'inverse de la liste d'ancienneté. Je venais juste d'arriver, donc on m'a dit, tu n'es plus à Rennes sur ATR, tu passes sur CRJ, copilote sur CRJ à Lyon. Voilà. Donc j'ai dû faire 12 mois à Rennes, sur ATR, et directement à Lyon. Et voilà, donc depuis, j'ai fini ma carrière à Lyon. Voilà, j'y suis arrivé en 99, jusqu'à ce jour, voilà, sur Lyon. Alors, avant qu'on parle du CRJ, t'es 12 mois à peu près sur l'ATR. Est-ce que tu as éventuellement une ou deux anecdotes à raconter, des souvenirs particuliers que tu as sur cet avion Alors, sur ATR, pas tellement. Plus de difficultés, on n'avait pas de GPS, par exemple. Il n'y avait pas ni de GPS, à part ni de GPS intégré, encore moins à l'avion. Donc voilà, l'époque où il fallait retrouver des radiales, des points où c'était des radiales VOR, des regroupements ADF, etc. Donc, une difficulté de navigation un peu plus compliquée, mais comment on faisait des lignes relativement limitées, à force, en tout cas les commandants de bord, eux connaissaient, et nous on finissait par connaître exactement, on n'avait même presque plus besoin de lire la carte par les radiales. Voilà une autre façon de piloter que ce qu'on a aujourd'hui, quoi, vraiment un petit peu à l'ancienne. En ayant fait peu d'heures sur ATR, j'ai pas beaucoup d'anecdotes, non. Et tu faisais quoi comme ligne sur ATR au départ de Rennes? Alors Rennes, c'était limité à Rennes-Orly. On faisait Rennes, Le Havre, Londres. On allait à Gatwick. On faisait du Caen-Lyon. J'ai plus trop le réseau en tête. C'était sympa de faire Londres, j'imagine. Ah oui, c'était ta première expérience à l'étranger. La première expérience à l'étranger, exactement. Et puis en plus, c'était le premier vol en AEL. C'était toujours le premier vol après l'AEL. C'était Rennes, Le Havre, Londres. Quand il faut des étapes courtes. Et puis d'un coup, on parle une langue qu'on maîtrise plus ou moins bien, effectivement avec des demi-tours assez rapides, avec un instructeur qui poussait, des instructeurs qui étaient effectivement un petit peu à l'ancienne école, donc il fallait que ça passe ou que ça casse. Donc oui, c'était dur, mais bon, c'était un beau challenge. Ouais. J'ai bien aimé. Maintenant, pour rappeler des autres lignes, il y en avait d'autres. Juste quelques exemples comme ça, voilà, pour avoir une idée. Ouais. Alors donc ensuite le CRJ. Alors comment ça s'est passé la qualification CRJ? Le CRJ, la marche, en fait, le passage. Eh bien, je m'en faisais pas tout au monde, faut pas exagérer, mais je me disais, ouais, ça va plus vite. Oui, mais ça va plus vite, mais bon, une minute reste une minute, une seconde reste une seconde. Donc voilà, quand on a compris ça, c'est pareil. Il suffit juste d'anticiper un peu les choses, et surtout, on est beaucoup plus aidé. C'est-à-dire que tout ce qui est notion de givrage, de QNAM, avec les niveaux de vol qu'on prend, etc., c'est beaucoup plus facile. Sur un ATR, ceux
ceux qui ont fait de l'ATR, ceux qui ont fait des avions turboprops et dans des couches où on gît, dans des couches où on est turbulé et tout, oui, ça c'est un métier IFR dur. Sur un réacteur, puisqu'on a les performances de n'importe quel avion réacteur, voilà, déjà on a un très bon radar, il y avait un très bon radar sur le CRJ dans les conditions météo orageuses. Puis voilà, on évite surtout la couche, le givrage, j'allais dire c'est presque anecdotique. Non, c'est pas anecdotique, il ne faut pas oublier de le mettre, mais par rapport à un ATR, on n'est pas du tout dans la même démarche. Donc, plus simple. Alors, ton premier CRJ, c'était quel modèle de CRJ, le premier? CRJ 100, ouais. CRJ 100, j'ai fait le 100, 700 et 1000. Alors, donc, toute la gamme des CRJ qui est passée par Britair, puis hop, quoi. Le CRJ, t'es arrivé en quelle année alors, tu te rappelles? Ah oui, 99. Ok, et 99, donc, 2000, ouais. est-ce que tu 99, peux nous raconter comment tu as vécu le 11 septembre, enfin pour être plus précis, quelles sont les conséquences que tu as vécues, donc toi en direct, sur le métier de pilote de ligne, je veux dire, des suites du 11 septembre? Alors, avant le 11 septembre, je dirais le 10 septembre, tout allait très vite. Les avions arrivaient, et je parle de la compagnie Britair, mais de toutes les compagnies. Tout le monde, il y avait une augmentation du trafic aérien qui était exponentielle. Et donc, il n'y avait pas de problème, à tel point qu'à l'époque, on avait le choix entre passer commandant de bord ATR, il y avait encore des ATR dans ma compagnie, ou attendre et passer directement commandant de bord CRJ. Donc on était tellement sûr de l'évolution de la chose, ça allait tellement vite. Certains passaient commandant de bord ATR parce qu'effectivement, dès qu'on peut passer une fonction, il faut le faire. Et moi, à l'époque, j'ai dit ben non, je vais attendre 6 mois de plus et puis je vais passer commandant de bord CRJ. Pourquoi revenir sur l'ATR, faire un aller-retour CRJ avec un amortissement, etc. Donc c'était mon choix qui a failli pas être très bon. Puisque la commission paritaire, ces commissions paritaires se réunissent dans les compagnies pour décider avec les syndicats, en fonction de la liste d'ancienneté, qui arrive dans l'ordre pour passer dans une fonction, en l'occurrence commandant de bord. J'ai gardé le papier, parce que cette commission paritaire, où j'ai été désigné pour passer commandant de bord avec 2 autres collègues, c'était date du 11 septembre 2001. Donc le jour des attentats. Donc j'ai un double souvenir de ça, parce que forcément j'ai comme tous le souvenir de ce que je faisais au moment de ces attentats-là, et le souvenir que c'était le jour de la commission paritaire, c'est-à-dire j'ai appris en même temps que j'ai été pris comme commandant de bord, et en même temps qu'il y avait ça. Et du coup j'ai tout de suite compris, j'ai dit oui mais ça va changer la face du monde, et ça l'a changé, et ça va changer la face de mon métier encore plus. J'ai dit, on a été pris certes, mais est-ce qu'ils vont nous former? Donc on a commencé à être formés, l'aéronautique s'est arrêtée quasiment au même niveau que le Covid, premier confinement. Et là, la compagnie a commencé à dire non, mais on arrête de former les commandants de bord. Et puis ils ont hésité. Donc on a une formation qui a été arrêtée et qui a repris. Donc je me suis retrouvé commandant de bord. Mais je veux dire que le couperet est tombé juste derrière moi. Pour dire que ceux qui nous écoutent et qui sont du milieu aéronautique, en tout cas, dès que vous avez la possibilité de passer une qualification ou une fonction, de changer de fonction, bien sûr, dans le sens de la montée, faites-le. Attendez pas, parce que tout peut arriver, quoi. C'est vraiment un milieu où tout peut arriver. On peut être dans l'euphorie du jour, et puis dans la tristesse la plus profonde quelques heures après. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que ça reste une question de choix personnel, mais comme on dit, on sait quand passe le train qu'on ne prend pas, mais on ne sait pas quand passera le prochain. Exactement. Alors donc, du coup, tu es resté copilote assez peu de temps. Donc, si je comprends bien, à peu près 1 an sur ATR et 2 ans en gros sur C'est CRJ. ça, 2 ans, 3 ans, 2001, ouais, c'est ça a dû faire... Alors, 11 septembre 2001, c'était le jour où je passais en commission paritaire. C'est pas le jour où je suis venu commandant de bord. Ouais. Il y a eu encore, après, le temps que ça se fasse, je pense qu'on a dû passer, j'ai dû passer en 2002 commandant de bord. Ouais, 2002, d'accord. Donc tu es resté en gros 4 ans à peu près copilote? Ouais, 3 ans je dirais, mais c'était assez rapide à l'époque. C'est vrai qu'on passait vite. Oui, 4 ans si je compte la période ATR. C'est assez rapide. Alors, ce passage de la place droite à la place gauche, comment toi tu l'as vécu? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors là, c'est pour moi, c'est bien sûr, comme toujours, on est contrôlé par rapport à ses compétences techniques, mais c'est plus les compétences non techniques, c'est-à-dire prendre, entre guillemets, sans prétention, l'habit du commandant de bord. C'est-à-dire là, voilà, je ne dis pas que l'OPL suit le commandant de bord, mais il y a quand même, déjà, on est l'image j'avais confiance que je devenais l'image de la société, en dehors de ses dirigeants, lorsque je me retrouvais dans des escales, donc il y a quand même, voilà, certains maintiens à avoir, une certaine conscience de ça. Et puis après, voilà, tout ce qui est à gérer d'un point de vue problème de passagers, problème météo. Voilà. La décision, certes, se fait en concertation, et encore plus aujourd'hui avec l'OPL, mais néanmoins, la décision finale, et en tout cas la responsabilité, s'il devait y avoir quelque chose, revient vraiment au commandant de bord. Donc là, j'ai senti effectivement ce changement-là, ouais, sans prétention aucune
j'allais dire de stature, mais ça c'est un peu prétentieux, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, on endosse avec l'uniforme une responsabilité nouvelle. Par contre, on est toujours dans la même demande et dans la même requis technique. Ça, il n'y a pas de différence. Pour poursuivre sur les suites et les conséquences du 11 septembre, toi qui as vécu en tant que professionnel avant et après, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que ça a changé, principalement sur tout ce qui est les mesures de sécurité qui touchent y compris les navigants? Tu peux en parler un petit peu? Ça a été dur. Ça a été dur parce que on avait une certaine image de navigants. On n'était pas embêté pour ça. C'est-à-dire qu'on allait à notre avion. Il y avait des filtres, notamment dans les gros aéroports. Mais je prends un petit aéroport de province. On allait directement à l'avion. On passait aucun filtre. Et du jour au lendemain, être filtré, contrôlé, sévèrement contrôlé, parfois plus sévèrement, avec plus de recherche que pour des passagers. Oui, ça, je pense que ça a été dur à vivre. Maintenant, on s'y est fait, on se fait à tout. Mais c'est vrai que ça a été compliqué. Puis ça a complexifié, de toute façon, notre métier, entre les contrôles de l'avion, les pastillages des avions, toutes choses qui n'existaient pas avant. Donc, à chaque fois qu'on a un doute, aller vérifier. Et c'est bien. Mais c'est vraiment un tournant énorme au niveau du métier. Je ne dis pas que le métier a perdu son intérêt, parce que l'intérêt, il est lorsqu'on est assis dans le poste et qu'on part, mais il s'est complexifié. Et il y a eu d'ailleurs, c'était un peu dur, l'acceptation, elle arrive, je dirais presque que depuis quelques années, même pas, mais oui, en tout cas, à ce niveau-là, ça a changé. Notamment, en plus, on faisait encore l'Angleterre à l'époque, où les anglo-saxons étaient encore plus à cheval là-dessus, plus pointus, on va dire, que sur la sécurité. Donc ça a complexifié les choses. Alors sur le RJ, tu auras passé presque une vingtaine d'années. CRJ, oui. Est-ce que tu peux nous raconter quelques souvenirs pour le coup là, de vols en CRJ, des anecdotes, des choses qui te resteront, des vols qui restent dans ta mémoire pour diverses raisons? Alors, je dirais que la mémoire, pour moi, elle peut se remplir d'une façon illimitée. Donc je dirais que tous les vols restent dans la mémoire. La seule difficulté, c'est qu'on ne peut pas tous les sortir, mais ils sont tous en mémoire. Je n'ai pas un vol mauvais. Après, des anecdotes, j'ai eu la chance... j'ai des collègues qui me disaient, de toute façon, une carrière bien remplie de pilotes, c'est quand sur un des vols, tu te poses et tu n'as pas eu de gros problèmes. Alors, je touche du bois, mais non, voilà, je volerai plus sur des avions comme ça, donc j'ai même pas besoin de toucher du bois. Effectivement, j'ai rien eu. Et bien sûr, j'ai eu des anecdotes, j'ai eu des choses imprévisibles, c'est-à-dire que oui, il m'est arrivé des scénarios qu'on n'imaginerait même pas au simulateur, une ou deux fois. Je peux... Ouais, en compter un, c'est peut-être un peu long, je sais pas, mais vas-y. Voilà, on va dire pour le premier, celui dont je me rappelle, c'était un vol Lyon-Prague, CRJ 100. CRJ 100 avait peu d'emport. Était limité en niveau, je ne me rappelle plus lequel. Donc on était en conditions givrantes sur le Lyon-Prague avec des averses de neige prévues à Prague, mais néanmoins on avait l'emport qu'il fallait et on pouvait dégager sur le terrain, le premier dégagement qui était Brno, que je prononce je prononce bien, BRNO. Donc voilà, on avait tout ce qu'il fallait et puis on savait que quand on va sur ces terrains-là, même en conditions neigeuses, dans ces pays, ils savent faire, c'est déneigé, etc. Donc on arrive, bien sûr, on était en attente avec tous les autres avions parce qu'ils déneigeaient la piste. Donc en gros, il posait deux avions, il déneigeait la piste, il posait deux avions, il déneigeait la piste. Il y avait vraiment de très fortes averses de neige. On était bien sûr en conditions givrantes, avec la consommation qui va bien, on savait qu'on avait de l'attente et on avait numéro à l'arrivée. Et au moment où on allait commencer notre attente, il n'y avait aucun problème. Ils ont fermé. Prague a fermé. Ils ont dit non, c'est plus possible, on n'arrive plus à déneiger, Prague a fermé. Donc on avait ce qu'il fallait pour aller sur Brno. Pas de problème, mais lorsqu'on est arrivé là-bas, on nous a annoncé que l'ILS était HS. Et en fait, nous, on avait prévu un ILS, et c'est la première fois que j'avais dans le code de Métard le chasse-neige bas, je ne me rappelle plus. Donc effectivement, c'est quand même un vent très fort, et des bourrasques de neige, et ça s'était accumulé sur les antennes du lock, du glide probablement, et donc l'ILS ne marchait plus. Donc il nous restait une VOR, un classique VOR, et avec décalé en plus. Et on avait les minima, mais on se serait au simulateur. C'était vraiment la visi, le plafond, du plafond, mais on était vraiment comme au simulateur. Et si on loupait cette approche, on allait dégager sur Vienne. Et à Vienne, on arrivait effectivement, on met des fuels, on était en dessous des réserves. Et donc, on a effectivement affiné cette approche. Et j'ai jamais vu une approche aussi affinée de ma vie. Et on est sorti
parti sur une approche classique, ce qui se faisait vraiment classiquement à l'époque. C'est vraiment classique des deux côtés, PF et PM. Voilà, on est sorti au minima. Et oui, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer d'avoir. Voilà, on prévoit tout, mais que l'ILS, qui était bon, tombe en panne parce que la neige vient s'accumuler dessus, voilà, j'aurais pas pu le prévoir. Il y a quelques pieds près, on avait juste ce qu'il fallait pour aller à Vienne. Et de toute façon, on n'aurait pas pu amener plus de pétrole qu'on a mis dans le CRJ100, qui faisait 50 passagers. On avait 50 passagers, on était dans les limites. Alors ce métier, c'est évidemment tout l'aspect technique, bien sûr, mais c'est aussi l'aspect humain, le travail en équipage, non seulement avec l'autre pilote, mais aussi avec l'ensemble des membres de l'équipage. Qu'est-ce que tu garderas de cet aspect humain dans ce métier, des souvenirs particuliers, des rencontres ? Alors, c'est vrai que les plus belles rencontres, alors est-ce que c'est dû à l'âge ? Je ne sais pas. Les plus belles rencontres que j'ai faites, les plus beaux contacts, c'était à l'aéroclub. Parce qu'on forme quelqu'un, il s'installe une connivence entre l'élève et l'instructeur, enfin quelque chose, enfin pour moi en tout cas d'indéfinissable, et qui crée des liens assez forts, notamment la première fois on lâche, et puis on reste longtemps, toute une formation. Quelqu'un qui vient en tant que pilote privé, il peut rester 2 ans, on le voit régulièrement, il n'y a pas que le vol, on se voit en dehors, on se voit au bar de l'aéroclub, etc. Donc au niveau humain, j'ai trouvé ça très fort. Après, dans notre métier à nous, on se voit moins longtemps. Lorsqu'on vole avec un équipage, que ce soit PNT, collègue OPL, ou lorsque j'étais OPL avec le CDB, on va rester sur nos lignes, on va rester 2 jours. Là, si on fait un week-end, on va rester 4 jours. 4 jours ensemble. Donc, ce qui n'empêche qu'il y a des bons contacts. Mais effectivement, peut-être moins fort, moins que ce que j'aurais pu connaître en aéroclub. Mais bon, très, très intéressant quand même. Je ne veux pas déshabiller un pour habiller l'autre. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu différent au niveau des contacts. J'ai trouvé d'autres bons contacts après, quand j'ai fait un peu la sécurité des vols aussi, où c'est différent. On se retrouve un peu dans une ambiance de bureau qui est un peu différente. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ça ? Du coup, tu as une fonction que j'ai également, qui est officier sécurité des vols. Et quel souvenir tu garderas de cet aspect de travail au sol, cette fonction au sol en parallèle de ton boulot de pilote ? Alors, déjà, très bonne, mais avant de répondre à ta question, c'est qu'est-ce qui m'a amené à la sécurité des vols ? Pourquoi j'ai postulé à la sécurité des vols ? C'est pas ta question, mais j'ai envie d'en parler parce que ça va entraîner le reste. C'est vrai que j'ai toujours été conscient du fait que c'était un métier, quelque chose qui faisait peur aux gens, parce que moi, ça faisait peur à ma famille quand j'allais voler, et c'était pas justifié. Donc, il fallait que je prouve déjà avant d'être pilote, enfin que je me prouve à moi et que j'en parle aux autres après voilà, l'avion, c'est pas dangereux pour telle et telle raison. Donc j'allais voir les rapports d'accidents de l'époque qu'on pouvait trouver. Il n'y avait pas Internet, mais on arrivait quand même à trouver des rapports d'accidents du BEA à droite à gauche ou de compagnies étrangères. Voilà, donc ça m'a toujours intéressé par ce côté-là, c'est-à-dire, voyez, nous on travaille, on a un process, on a un protocole qui fait que certes, on se retrouve. Alors, si je prends l'aéroclub dans un avion en bois, on fait un tout léger assez haut, et ça semble surnaturel, mais non, c'est naturel, et puis c'est pas n'importe quoi, tout est calculé, tout est mesuré. Ce côté calcul et recherche me plaisait déjà, et surtout, quand je lisais ces rapports, j'essayais de me dire, qu'est-ce qu'en amont on aurait pu voir pour éviter que cet accident ou cet incident arrive. Donc voilà, toujours ça m'intéressait, et j'avais ces revues, je me rappelle Air France publiait à l'époque des revues, je ne sais plus comment elles s'appellent, où il y avait des analyses du BEA, leurs analyses, etc. Donc voilà, et ce que ça m'a amené après, c'est rencontrer des gens qui sont dans la même optique, et de voir qu'on est tous dans la même recherche, et ce côté, on va voir ce qui se passe chez un être humain qui est le pilote, sans le juger. C'est-à-dire, la question qu'on se pose, et je pense que c'est valable pour tous les OSV, pour tous les gens qui s'occupent de la sécurité, c'est si ça lui arrivait à lui, pardon, ça peut m'arriver à moi, ça peut arriver à d'autres. La question, c'est pas de savoir pourquoi, enfin, si bien sûr, c'est pourquoi ça lui arrive, mais c'est pas l'individu qu'on va mettre en cause, surtout pas, c'est le système. Et si ça lui arrivait, c'est que notre système a peut-être une faille quelque part, on va remonter en amont de cette faille pour arriver à ne plus reproduire d'accidents. Je pense que c'est l'esprit qu'on a un petit peu dans la sécurité des vols, et surtout en n'étant pas punitif, en considérant que effectivement le pilote à qui il arrive quelque chose, il ne s'est pas levé le matin en disant je vais faire ça aujourd'hui. Donc il y a forcément des éléments extérieurs qui l'amènent à faire ça et qui pourraient l'amener à d'autres. Donc voilà, c'est ce côté non punitif, ce côté recherche, amélioration de la sécurité, et puis les rencontres. Comme je disais, voilà, les gens que j'ai rencontrés sont forcément dans le même esprit, donc voilà, il y a une certaine connivence, et pour ça, effectivement, il y a des rencontres intéressantes en sécurité des vols. Alors parmi les gens qui nous écoutent, il y a sans doute beaucoup de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, mais en tout cas des gens qui envisagent ou qui savent qu'ils vont se diriger vers ce métier. Pour toi, quelles sont les qualités nécessaires, les plus importantes pour faire ce métier, pour être pilote ?
j'aurais du mal à en parler parce que je sais pas, ça donne un petit peu côté. Alors je pense qu'il faut être toujours. Alors dites d'être dans le doute, ça peut être perçu comme négatif. C'est pas toujours négatif, mais voilà, toujours se remettre en question, pas d'une façon négative, juste pour évoluer. Donc il faut pas être sûr de soi. Il faut savoir écouter, savoir apprendre de ce qu'on écoute. Et on n'entend pas toujours des choses tout à fait justes, mais il faut être à l'écoute, être humble. Je pense que le mot que je ressortirais le plus là-dedans, c'est l'humilité. C'est dur de faire ce métier si on n'est pas humble, parce que vous pouvez on va prendre le cas le plus parlant, pas des atterrissages. L'atterrissage, vous pouvez dire, c'est bon, cet avion, je fais l'atterrissage tel qu'il est prévu d'être fait, je m'en sors bien. Et puis un jour, boum, vous allez faire un atterrissage long. Voilà, tout peut arriver, il faut rester humble et curieux de sa machine, il faut la connaître par cœur. Curieux de ce qui se passe, ne pas rester dans son monde et s'ouvrir au reste pour voir ce qui se passe ailleurs, pour apprendre des erreurs des autres. Je pense qu'il faut être ouvert. Quelqu'un de fermé, ça me semble plus compliqué. Pas impossible, hein. J'ai rencontré dans ma carrière des gens un peu fermés qui, ma foi, ont fait une carrière, mais bon, moi, je pense que c'est une qualité d'être ouvert à l'autre et l'humilité. Alors, pour le futur, donc tu as plein de projets, j'imagine. Au niveau aéronautique, est-ce que tu envisages de continuer à voler sur des avions légers ou est-ce que tu vas passer à autre chose? Est-ce que tu sais déjà un petit peu ce que tu vas faire sur cet aspect aéro? Alors oui, je vais pas arrêter de voler. C'est vrai que j'ai arrêté l'aviation légère pendant 25 ans. Il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un qui est pilote privé, avec qui je vole régulièrement. Donc, comme j'avais pas besoin de loguer des heures, de marquer des heures avec toutes les heures que j'ai, donc je me mettais à droite sans piloter. Donc voilà, on volait ensemble et ça me suffisait. Bon, maintenant que je vole plus sur avion de ligne, oui, je vais repasser ma single engine et me remettre à voler en aéroclub. Certainement pas à faire de l'instruction, mais revoler. J'aurais du mal à m'arrêter, même si j'ai pensé. À un moment, j'ai dit, je m'arrête. Voilà, c'est la fin d'une carrière. On a fait pas mal de beaux avions. J'arrête, je fais autre chose. Non, déjà, ça commence à me titiller. Ça fait une semaine que j'ai fait mon dernier vol. Donc, déjà, je commence à y penser. Oui, j'ai envie de voler. Puis, voilà, j'ai envie de rencontrer des gens. J'ai envie de partager cette passion. Puis, voilà, et de transmettre. Essayer de transmettre le peu, quoi. J'aimerais bien aussi pouvoir donner le signe à quelqu'un similaire au signe que moi, j'ai reçu qui m'a amené dans la carrière. Voilà, c'est... Peut-être par l'intermédiaire de ce podcast d'ailleurs, je ne sais pas. Ah bah ça j'en suis persuadé, mais aussi effectivement si tu as l'occasion à nouveau de fréquenter des aéroclubs, tu seras peut-être un peu dans l'autre rôle que celui que tu as connu quand tu étais jeune et que tu étais dans les aéroclubs. Exactement. Et surtout, voilà, s'ouvrir aux aéroclubs, parce que les aéroclubs, enfin, tu connais très bien, et puis tes auditeurs connaissent bien, c'est parfois un monde dur à pénétrer, très fermé quand on arrive. C'est pour ça que j'ai commencé par l'ULM, parce que quand j'allais à l'aéroclub, à l'époque, de Brive-la-Gaillarde, je sentais que voilà, j'étais pas coopté, je me sentais pas bienvenu ni malvenu, presque un peu intrus, quoi. Donc c'est dur de rentrer, il faut faire un peu ses preuves. Ceux qui hésitent, allez-y. Genre, je sais pas si ça a changé l'ambiance des aéroclubs. Moi je parle d'une ambiance que j'ai connue il y a 30 ans, maintenant ça a peut-être un petit peu changé, mais voilà, il faut y aller, il faut s'accrocher. Tout le monde peut y arriver. Je pense aussi que ça vient de pas mal de personnes. J'ai eu comme élève aussi qui viennent en se disant voilà, c'est super l'avion, je vais faire de l'avion, j'ai un peu d'argent de côté, je vais faire de l'avion, je paye, je vais faire de l'avion. C'est pas suffisant. Il faut avoir une autre motivation. Alors peut-être qu'il y a dans des clubs, je sais pas, peut-être on a peut-être un peu marre de voir arriver des gens comme ça qui veulent pièce d'avion. Non, il faut la motivation. Voilà, voilà. Mais n'hésitez pas, en tout cas, à aller effectivement dans les clubs. Et si je vois des gens, et c'est ce que je faisais déjà quand j'étais allé en club, qui sont curieux, qui n'osent pas passer la frontière du club et qui restent derrière le grillage à l'extérieur, il m'arrivait souvent d'aller les voir quand j'étais allé en club pour leur dire de venir discuter, démystifier un petit peu ce monde aéronautique, parce que quand on n'en vient pas, quand on n'a personne de chez soi qui en vient, on a l'impression que c'est un monde quand même réservé un petit peu, et non, c'est pas réservé, il faut juste faire l'effort de passer la barrière et que ceux qui sont de l'autre côté de la barrière fassent l'effort de recevoir ceux qui pénètrent. Absolument, et ça c'est important. C'est vrai que l'aviation est un milieu qui peut être un peu vu comme quelque chose de compliqué, donc démystifier c'est important. Ouais. Et comme tu l'as dit, aller vers les gens pour les inviter à venir, éventuellement faire un vol et leur montrer que finalement c'est pas compliqué. Ah non, c'est pas compliqué. Moi, tu me parlais d'anecdotes,
en aviation de ligne, mais j'en ai aussi en aéroclub, peut-être plus, beaucoup plus. Alors, est-ce que tu peux nous en raconter une ou deux ? Notamment une qui me revient, parce que je pense à cet homme-là, c'était quelqu'un qui était souvent à l'aéroclub, qu'on voyait de loin, et qui se rapprochait pas trop, quelqu'un qui devait avoir à l'époque cinquantaine, mais voilà, quelqu'un de très buriné, quand on voyait quelqu'un qui venait de la campagne limousine, et je suis allé parler avec lui, et il faisait des tuiles, en fait, tuilier, donc c'est un métier qui n'existe plus. C'est-à-dire, il était en pleine campagne limousine, et donc avec de la terre cuite, il faisait des tuiles pour couvrir les maisons, des tuiles artisanales. C'était avant qu'on fasse les tuiles industrielles. Voilà, il faisait ça depuis tout le temps. Il avait hérité ça, c'est familial, et un petit métier. Voilà, je me rappelle, des mains très très calleuses, et voilà, il avait l'accent et la voix rocailleuse de ces gens-là, et il était passionné d'avion. Et puis à force de parler, il me dit, moi mon rêve ça aurait été d'être pilote. Je dis, écoutez, pour moi, la seule barrière pour être pilote, c'est financier, effectivement. Je ne peux pas lui faire des heures gratuitement. Elle me dit, non, mais depuis tout le temps, je mets de l'argent de côté parce que je veux voler, mais voilà, quand j'aurai assez, je veux qu'on m'amène voler. Je dis, mais vous pouvez, non seulement on peut vous amener voler, mais on peut vous apprendre à voler. Et ça, j'ai vu son regard qui pétillait, et il m'a dit, mais c'est pas possible, moi j'ai pas fait d'études, j'ai fait non. Et effectivement, c'est le plus beau souvenir, je crois, que j'ai de ma carrière d'instructeur, puisque on est arrivé, alors c'est vrai qu'il a fallu beaucoup d'heures, hein, peut-être plus d'heures que la moyenne, mais on est arrivé à lui donner confiance et tout, et il a volé. Non seulement il a volé seul, mais il a été breveté, il a pu amener des membres de sa famille dans cet avion, alors moi je m'estimais déconnecté du milieu aéronautique, mais lui il était à 100 milieux du milieu aéronautique. Là, on était vraiment dans un endroit au fond du Limousin. Et voilà, et donc c'est pour ça que je dis, n'importe qui peut y arriver. Il suffit d'avoir l'étincelle, il suffit de vouloir, quoi. Et lui, il avait l'étincelle. J'ai vu qu'il avait l'étincelle. Quand je discutais avec lui, il aimait trop ça. Voilà, il a rêvé depuis tout petit, donc oui. Et il y est arrivé, breveté. C'est une belle histoire. C'est une très belle histoire. Pour moi, c'est la plus belle histoire de ma carrière. Ouais, belle histoire à la fois, comme on l'a dit tout à l'heure, à la fois aéronautique, puis aussi et surtout humaine. Mais oui, mais je pense que l'aéronautique et l'humain, ça va ensemble. On est quand même dans un milieu, la frontière est faible entre les deux. Il n'y a qu'à voir, bon, effectivement, tous les pilotes n'ont pas les talents d'écrivain d'Antoine de Saint-Exupéry, mais voilà, on est tous un peu poètes, on est des poètes avec les pieds sur terre. Mais oui, on est des rêveurs stables. Je sais pas comment dire. Voilà, donc c'est toujours des belles histoires. Il y a beaucoup de belles histoires dans l'aérien. Ouais. Alors ce métier, c'est aussi un petit peu les escales, même si c'est vrai qu'on n'en fait pas tant que ça. Est-ce que tu as quelques souvenirs qui sont liés à des escales que tu as pu faire, quelques premières découvertes de villes ou de pays ? Alors les escales, malheureusement, telles qu'on les tournait, enfin je dis malheureusement, non, c'était pas malheureusement, c'est tel que ça se tournait à Briter ou à Régional et après chez Hop, on n'a pas beaucoup de temps en escale. Lorsqu'on va arriver, on est ce qu'on appelle en repos réduit, en nuit courte, donc on arrive le soir à 7 heures, on part le matin très tôt. Donc on n'a pas le temps de voir. Donc il y a quelques fois, les week-ends, oui, j'ai fait, lorsqu'on avait des week-ends délestés, il m'est arrivé de faire des étapes en Europe, oui, des visites de villes que j'aurais jamais vues autrement, effectivement, du Prague, Berlin, Hambourg, voilà, c'est des villes, je suis pas sûr que je serais allé visiter en tant que touriste. Quoique Prague, peut-être quand même, mais les autres non. Et puis voilà, j'ai fait, comme tous mes collègues, quelques belles visites. Et puis ce qui est intéressant là, c'est qu'on se rencontre aussi en tant qu'équipage. Parce qu'en équipage, on est dans un fonctionnement technique pendant tout le vol. Ça laisse peu de place à la discussion, que ce soit entre les PNT entre eux ou les PNT et PNC. Et là, quand on est en escale, on tombe uniforme, on se retrouve en civil, on a une vie, voilà, et on parle d'autres choses, voilà, des passions de chacun, des envies de chacun, et effectivement, c'est bien. Effectivement, quand on se retrouve en week-end, j'ai eu des surprises avec des gens, on n'imagine pas déjà tout le passif, d'où on vient, on va, voilà, quand on parle, c'est assez intéressant. Ouais. Beaucoup de cursus très intéressants d'ailleurs, que ce soit chez les PNC ou chez les pilotes. Il n'y a pas que les pilotes, chez les hôtesses et stewards également. C'est un peu là où je voulais en venir, effectivement. Et du coup, des collègues, que ce soit pilote ou PNC, avec qui tu as passé un week-end en escale comme ça, est-ce que ça a parfois un petit peu changer le regard que tu portais sur eux, y compris dans le métier, le fait de les avoir vus avec une autre facette ? Ah oui, complètement, oui, c'est arrivé, pas forcément, mais oui, c'est arrivé. On n'a pas la même façon d'être quand on laisse l'uniforme et tout ce qui va avec. Oui, c'est vrai que
il m'arrivait de voir des collègues que je trouvais assez stricts, notamment, enfin, en hôtesse, que je trouvais assez sèche, par exemple. Je dis, bon, elle n'a pas l'air marrante, ou il n'a pas l'air marrant. Et en fait, non, si, c'est juste qu'il est dans il est dans un monde professionnel, et puis il est carré. Et donc, du coup, c'est sa façon à lui de faire son travail. Mais sorti du travail, oui, j'ai découvert des gens, oui, c'est vrai. Alors, on s'approche de la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a une autre anecdote ou une autre chose qui te vient à l'esprit que tu aimerais raconter ? Je crois que j'ai bien fait le tour de tout. Enfin, non, j'ai pas fait le tour de tout. Hein. En 40 ans de vol, j'ai pas fait le tour de tout. Mais je pense que les principales anecdotes, celles effectivement que j'avais envie de raconter, je les ai racontées. Je voulais dire aussi le lien qui lie un instructeur à... Il nous reste un peu de temps ? Bien sûr. Le lien qui lie un instructeur à son élève, et inversement, lorsque je suis arrivé à Limoges, bien sûr, j'ai pris la place, j'ai pas pris la place, j'ai remplacé un instructeur qui partait à la retraite, et donc je me retrouvais avec des élèves que lui avait formés, plus ou moins, qui étaient en début, fin, c'était pas mes élèves à 100%. Et le premier élève que j'ai eu à 100%, qui était chauffeur de train, conducteur de train à la SNCF, on a bien sympathisé. C'est quelqu'un, et c'est rare, il faut le souligner, puisque donc, ça remonte à 30 ans, qui vole toujours. Et c'est rare parce qu'il y a quand même un turnover dans les aéroclubs. Ouais. Il vole toujours en tant que pilote privé, j'entends. Il n'est pas pilote professionnel. En tant que pilote privé, il vole toujours. C'est assez rare. Et donc, on s'est bien entendu. J'organisais des voyages. À chaque fois, il était de la partie. On allait au Maroc, on allait en Sardaigne. On a fait beaucoup de voyages comme ça en VFR. En Corse, évidemment. Voilà, il était tout le temps là, tout le temps de la partie. On s'entendait bien. Après, voilà, je suis parti à Britea. Je fais ma carrière. Lui, il a continué sa carrière de... On s'appelait de temps en temps, on se perdait régulièrement quand même, on s'appelait, je dirais. Et puis là, il y avait 3-4 ans qu'on ne s'était pas appelé. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, pour me dire, c'était sa compagne qui m'appelait, que je ne connaissais pas, qui m'appelait pour me dire, Jean-Marie, dont il s'agit, fête ses 69 ans, si vous voulez faire son anniversaire avant les 70, et donc il me parle souvent de vous. Et je serais vraiment très heureux que vous soyez à son anniversaire, que j'organise avec des amis à lui, voilà, une vingtaine d'amis, si vous pouvez lui faire la surprise. Et effectivement, bien sûr, j'ai accepté. Et lorsqu'il m'a vu, effectivement, j'ai senti ce regard, je l'ai senti un peu, j'ai pas senti, j'ai vu des larmes. Il était très ému de me voir et on a reparlé de tous nos souvenirs, etc. Et le cadeau que je lui ai fait, effectivement, c'était de lui donner, c'était juste avant mon dernier vol. Donc je lui ai amené mes derniers galons, puisque c'est lui qui m'avait donné mes premiers, on va dire. Donc je trouvais que symboliquement, de donner mes derniers galons que j'avais mis dans un livre sur l'aéronautique. Voilà, j'avais arrangé un petit peu pour faire quelque chose de présentable pour un anniversaire. Et là, il a été effectivement super ému. Et c'est là que j'ai vu le lien qui pouvait unir les hommes comme ça, au fil des ans, avec 30 ans de... Et puis voilà, on s'est reparlé. Donc ça, effectivement, c'est l'anecdote la plus récente. Donc voilà, pour finir sur une anecdote, c'est là où c'est un grand moment que je dois à l'aéronautique, ça c'est évident. Alors c'est là aussi une très très belle histoire et c'est chouette parce que je me répète, mais c'est vrai que l'aéronautique c'est des machines, mais je trouve que c'est surtout des hommes et des femmes, des rencontres, des rapports humains, ça c'est essentiel. Oui, pour moi c'est primordial, effectivement. C'est ce qui m'a plu là-dedans. Bien sûr, on aime voler, mais on aime toujours le vol, mais de trouver autre chose. Et moi, si je continue là-dedans, c'est parce que c'est un rapport humain. Peut-être j'aurais pu le trouver dans d'autres métiers, chacun le trouve dans son métier. Mais pour moi, c'était primordial. C'est primordial de ce rapport humain et ces histoires. Voilà, avec le recul, je me rends compte qu'effectivement, il y a eu des très belles histoires, dont celle-là. Alors tu parlais à l'instant d'instruction à travers cette belle histoire. Tu as fait 9 ans d'instruction avant de commencer la ligne. Est-ce que ces années, cette expérience d'instruction t'a été utile quand tu as démarré la ligne et si oui, de quelle façon ? Alors oui, peut-être dans mon rôle de PM, là je vais revenir un peu plus technique, c'est-à-dire avoir... Donc pilot monitoring. Pilot monitoring, voilà, donc voilà, comme tu viens de le dire, c'est celui qui monitore. Peut-être avoir un regard plus exercé, à anticiper un petit peu les choses qui allaient se passer. Oui, parce que, voilà, en tant qu'instructeur, on regarde un peu ce qui se passe, on n'est pas tout le temps en train d'intervenir, donc on développe une certaine
une certaine façon d'anticiper ce qui va arriver. Une acuité. Une acuité, voilà, je cherchais le mot, merci beaucoup Olivier. Une Je t'en acuité. prie. Effectivement, je pense que c'est ce que ça a apporté. Et puis après, dans le sens aéronautique, c'est vrai que les sensations qu'on a, puisque j'aurais fait que des avions qui se pilotent bien sûr à l'aide d'instruments, hein, on est d'accord, mais avec des sensations, ce qui pilote un peu au ventre, quoi. Et donc ces sensations dans l'avion qu'on peut avoir sur un DR400, sur un 500, 150, on peut les avoir aussi sur un avion plus lourd. Et voilà, j'ai ce sens de l'air. D'où la difficulté d'ailleurs dans un simulateur, ou dans un simulateur, on l'a plus. Oui. Et là, on est obligé de se fier qu'à ces instruments. Et au début, pour revenir à ce que tu me posais la question sur la TR, le décollage, pour moi, les sensations, c'était des synthétiques et pas forcément représentatives de la réalité. Et puis de toute façon, techniquement, on peut pas faire exactement ce qui se passe dans la vraie vie au niveau des sensations. Et donc, ce pilotage au ventre me manque un petit peu. Voilà, donc si ça m'a apporté quelque chose comme ça, c'est effectivement ça, peut-être anticiper un peu plus, notamment quand je suis PM. Ouais. Alors pour terminer, Frédéric, tu en as déjà donné quelques-uns au fil de notre discussion. Est-ce que tu aurais quelques autres conseils à donner à des jeunes, encore une fois, ou moins jeunes, qui voudraient se lancer dans cette carrière de pilote ? Posez-vous la bonne question. Est-ce que je veux le faire ? Est-ce que je suis vraiment motivé pour le faire ? Si la réponse est oui, foncez, allez-y. Vous ne mettez pas des barrières parce que vous avez un parcours peut-être un petit peu atypique, un petit peu difficile, chacun son parcours, et que vous ne dites pas non, moi j'ai pas fait ci, j'ai pas fait telle école, j'ai pas fait ça, donc je vais pas y arriver. Ça sera plus dur, c'est vrai. Certainement plus dur, mais vous pouvez y arriver. Donc le conseil, c'est il faut rester motivé, il faut avoir la volonté de le faire sans parler métaphysique ou autre. Mais en gros, c'est aide-toi, le ciel t'aidera, quoi. C'est-à-dire avancer. C'est le seul conseil. Parce que moi, ça m'a beaucoup freiné. Donc peut-être que je parle un peu pour moi. Effectivement, à l'époque, je pense que ça m'a beaucoup freiné en me disant non, c'est pas pour toi, tu peux pas le faire. Donc, il ne faut pas vous poser cette question. Si vous avez envie de le faire, faites-le, avancez. Merci beaucoup Frédéric, ça m'a fait très plaisir cet échange avec toi, particulièrement ce jour, après le petit goûter que tu nous as offert tout à l'heure en fin d'après-midi. Cet échange évidemment très bref au regard de ta carrière, mais je pensais que c'était une belle façon de terminer cette dernière journée de travail. Ça m'a fait très plaisir aussi d'échanger avec toi, et puis de faire passer un petit peu ces dernières journées, de l'émotion de ces dernières journées, de ces derniers vols. Et puis si ça peut contribuer à aider quelqu'un, un jeune ou une jeune, à avancer, à faire pilote, peut-être qu'un jour, il me reste encore quelques années, peut-être qu'un jour je monterai dans son avion pour aller à New York par exemple. Tout à fait. Et si un jour vous avez Frédéric à bord et que vous avez écouté ce podcast, dites-lui. Merci beaucoup Fred, et puis plein de bonnes choses pour ta retraite. Merci à toi, et puis continuation pour tes podcasts qui sont très bien. Merci. Merci. Voilà, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter ce deuxième épisode que j'en ai eu à échanger avec Frédéric, à qui je souhaite à nouveau une très bonne retraite. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez donc pas à écouter le premier épisode du podcast avec Alfred, 25 ans, instructeur et pilote de jet d'affaires aux États-Unis. Pensez à vous abonner sur votre appli de podcast. Je vous invite également à mettre une bonne note au podcast afin d'en favoriser la visibilité, et merci d'en parler autour de vous. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour l'épisode 3 du podcast. Bon vol et prenez soin de vous. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez liker, commenter et partager cette vidéo. Et je vous encourage également à mettre une bonne note au podcast sur Apple Podcast. Je compte sur vous pour un maximum d'étoiles. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo dans laquelle je raconterai un incident rare mais assez grave qui m'est arrivé en Avro il y a quelques années, ainsi que dans 2 semaines pour le 3e épisode du podcast qui devrait vous passionner. Bon week-end.